Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe. Ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de soja, de riz, de plaisir de manger, et on va même peut-être un petit peu aussi parler de résilience physiologique et non psychologique. Donc pourquoi ? Parce que c'est un thème que j'ai largement développé ce week-end, que vous avez pu retrouver sur le site. Ça s'appelle développer sa résilience physiologique. Alors ça sert à quoi, hein ? C'est le but de cette enquête que j'ai pu faire avec le petit livret que je vous ai proposé, c'est de découvrir pourquoi quand on fait des efforts, par exemple de longue durée ou alors des séances très éprouvantes, au bout d'un moment, on perd ses capacités et on perd en performance, et d'autres personnes qui peuvent être moins fortes ou moins endurantes que nous peuvent avancer plus loin. Donc, parce qu'elles ont une meilleure résilience physiologique. Alors, vous avez déjà entendu parler de la résilience psychologique, donc la capacité à passer à autre chose après un coup dur, en gros, hein, à se relever des échecs. Et bien là, c'est la même chose, mais au niveau physiologique. C'est-à-dire que quand vous avez des contraintes mécaniques, organiques, par rapport à une situation sportive, eh bien, comment on fait pour justement aller au-delà ou dépasser ça ? Donc ça s'entraîne, bien que on n'en parle pas souvent. C'est quelque chose qui peut s'entraîner. Par exemple, ça peut être de préserver son énergie pour pouvoir tenir plus longtemps, de ne plus avoir les sensations des jambes hyper lourdes et de l'épuisement rapide. Et puis vous avez dû voir aussi que c'est pas toujours, par exemple, si vous faites des sorties course à pied, elles sont pas toujours vécues de la même manière. C'est-à-dire que vous êtes la même personne avec un entraînement similaire, pourtant d'un jour à un autre, vous n'allez pas vivre du tout de la même façon vos entraînements. Il y a également la capacité d'augmenter sa résistance à la fatigue. Alors ça, c'est quelque chose, on aimerait tous qu'il y ait un interrupteur pour augmenter ça, mais c'est pas un interrupteur, hein, c'est une façon de s'entraîner qui peut augmenter justement la résistance à la fatigue. Et puis voilà. Bon, je vous ai mis un plan avec un petit livret, tout ça, étape par étape, à suivre pendant 8 semaines, si vous voulez vraiment devenir, j'ai envie de dire un athlète amateur, mais un athlète à votre sauce ou une athlète à votre sauce, beaucoup plus résiliente ou résilient d'un point de vue physiologique. Et l'avantage en fait de cette résilience physiologique, c'est qu'elle agit aussi sur le mental. C'est-à-dire que si vous vous sentez capable d'encaisser je sais pas moi, des entraînements plus intenses ou de faire des durées de cardio, de sorties cardio plus longues, il y a une forme de confiance, de tranquillité dans la vie de tous les jours qui va s'installer, parce que vous êtes tellement loin de votre maxi quand vous êtes en train de naviguer dans la vie de tous les jours, que ça vous donne une forme de confiance en vous et de sérénité, voilà. C'est le mot que je cherchais. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça s'appelle Développer sa résilience physiologique. Je vous ai mis les liens de l'enquête avec le livret tout dans les notes du podcast si vous voulez aller plus loin.
Alors le premier sujet, enfin le deuxième sujet, puisque ça c'était déjà un premier micro sujet, le deuxième c'est sur le soja. Alors la semaine dernière, vous avez entendu partout parler du soja, tout simplement parce que l'ANSES a publié quelque chose sur les isoflavones et les menus de restauration collective. Et vous savez, quand l'ANSES parle en France, très souvent, ça fait beaucoup de papier. Ça fait couler beaucoup d'encre, ou plutôt, ça noircit beaucoup de pixels plutôt. Et en fait, alors pas tous les sujets, hein. Quand ça parle par exemple de compléments alimentaires pour sportifs, on en parle bien plus fort et bien plus longtemps que quand ça parle de soja. La réponse est simple, hein, la raison et la réponse est simple. Je pense que vous l'avez compris, mais l'alimentation, en fait, là, ils sortent un papier qui dérange beaucoup, tout un courant, alors c'est pas forcément les personnes qui sont végétariennes ou véganes, hein, c'est plutôt, le monde industriel, le monde, qui explique qu'on peut manger de tout, tout le temps, et tout est une question de quantité et de calories, et qu'en fait, il faut trouver un équilibre. Ça c'est bien, c'est bienveillant, c'est comme on appelle ça, c'est politiquement correct de dire ça. Or, c'est pas respectueux de l'individu, puisque, dans tous ces aliments ultra modifiés, ultra transformés, l'individu, quand il les consomme, il ingère également, tout un tas de choses dont il n'a pas besoin et dont le corps a des fois peine à se débarrasser. Donc, et c'est pour ça là, bon, là il parle du soja, mais c'est sur un autre tableau, c'est sur la piste hormonale. Donc je vais vous lire et puis on en parle ensuite. Donc les aliments à base de soja sont désormais dans le viseur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, donc l'ANSES. Leur présence dans les repas servis en restauration collective pose un risque sanitaire, notamment pour le système reproducteur. Donc en gros, les hormones sexuelles, quoi. On peut faire le raccourci là-dessus. En cause, ce sont les isoflavones, des composés d'origine végétale aux effets similaires aux hormones féminines. Ces substances sont présentes en grande quantité dans les produits à base de soja, bien plus que dans d'autres légumineuses. Alors, moi, je fais toujours attention aux trucs alarmistes et tout, mais c'est vrai que on en parle depuis longtemps. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que tu penses du soja. Bon, ben, moi, par précaution, je préfère m'en tenir un peu à l'écart. La problématique, c'est que des fois, ce sont des gens qui sont véganes ou végétariens, qui veulent pas manger des œufs parce qu'ils ont des a priori par rapport aux œufs et tout ça. Et donc, pour qu'ils aient une dose de protéines, bah, souvent, c'est le soja qui est choisi sous forme de tofu, sous forme de trucs X ou Y. Bon, après la teneur en isoflavones dans ces produits-là, je connais pas, hein, mais bon, eux, ils parlent de produits à base de soja. Donc est-ce que c'est tous? Est-ce que c'est juste certains? J'en sais rien, hein. Je suis pas chercheur et je fais pas, des recherches, au microscope pour savoir ce qu'il y a dans le soja. Moi, je lis ce que disent les chercheurs et je le partage, j'essaye de le vulgariser pour le partager avec vous. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, ils mettent quand même, une mise en garde là-dessus. Donc je continue, hein. Après l'analyse, l'ANSES a établi des seuils journaliers à ne pas dépasser. Donc c'est 0,02 milligrammes par kilo de poids corporel et 0,01 milligrammes par kilo, pour les publics les plus sensibles, comme les enfants ou les femmes en âge de procréer. Or, les chiffres sont inquiétants. 76% des enfants de 3 à 5 ans, 53% des adolescents et près de la moitié des adultes consommateurs dépassent ces limites dès qu'ils consomment du soja. Donc en gros, ils ont donné une limite qui est immédiatement dépassée à partir du moment où on consomme du soja. Donc les doses là, qui donnent là les 0,02 milligrammes, c'est les, comment on appelle ça, les isoflavones, hein. Donc l'agence recommande donc d'exclure le soja des menus des cantines, tout en encourageant une meilleure maîtrise des teneurs en isoflavones via des pratiques agricoles et industrielles adaptées. Donc en fait, ils demandent à ceux qui nous mettent le soja dans l'assiette, enfin ceux qui mettent le soja dans les comment dire, dans les cuisines des cantines et même avant que ça arrive dans nos assiettes, quoi, en gros, qu'ils fassent quelque chose pour réduire cette teneur en isoflavones. Et c'est vrai que c'est en ça que je vous dis que c'est là, on n'est pas sur, par exemple, quand on parle de viande rouge, pourquoi je prends l'exemple de la viande rouge? Parce que c'est un bon parallèle à faire, il me semble, hein. Quand on parle de viande rouge, la dose maximale, enfin pas maximale, mais la dose à ne pas dépasser par semaine,
Si vous êtes professionnel de la diététique, on a dû vous apprendre dans les cours les plus récents, que c'était à peu près 500 grammes semaine. Ça peut sembler encore un peu élevé pour certains. Ouais, moi je trouve que on n'est pas obligé d'en manger jusqu'à enfin, le truc, c'est qu'on n'est pas obligé d'en manger 500 grammes semaine, hein. Mais ils disent que jusqu'à 500 grammes semaine, alors évidemment, la viande rouge de bonne qualité, je parle pas de la viande rouge type charcuterie ou autre, hein, je vous parle de la viande rouge, non transformée, quoi, voilà. Jusqu'à 500 grammes semaine, ça peut paraître acceptable. Or là, on est sur des doses où à partir du moment où les individus consomment du soja, déjà on dépasse la dose. Ce qui est problématique. Ce qui est problématique parce que le soja, donc souvent on se sert du soja pour enrichir en protéines des produits. Par exemple, si vous choisissez un produit aujourd'hui où il y a marqué, riche en protéines, par exemple des céréales, il y en a beaucoup qui achètent des muesli qui sont riches en protéines. Donc muesli protéines, ça va s'appeler ou enfin voilà quoi. Regardez les ingrédients, souvent ce surplus protéique est apporté par des protéines de soja. Et ça peut se retrouver également pour ceux qui consomment des yaourts, pour ceux qui consomment des barres de protéines, pour en fait tous ceux qui vont consommer des produits comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé à par parler des aliments ultra transformés parce que pour moi c'est du ultra transformé, hein. Quand on vient ajouter de la protéine de soja à du muesli, on est dans le domaine de l'ultra transformation, hein. C'est à la base, si vous mangez des flocons d'avoine, il n'y a pas censé y avoir de protéines de soja, ajoutées dans la préparation, quoi. Donc on est sur quelque chose qui est bien plus pointu en termes en fait, on a la marge d'erreur est beaucoup plus faible et pourtant on en parle beaucoup moins que, ce qu'on a parlé de la viande, et cetera, quoi. Alors moi, je dis pas que la viande, c'est génial, hein, c'est juste que je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé de ce risque du soja. C'était un problème qui traînait sur le tapis depuis un certain nombre d'années. Notamment, il y a eu pas mal d'influenceurs, hein, qui reprenaient, d'autres. Moi, une fois, quelqu'un m'avait repris en me disant que, les études montraient qu'il y avait pas de problème avec le soja, parce que c'était un podcast que j'avais dû faire il y a 3-4 ans et j'avais regardé dans les études qu'il avait partagées. Bon, c'était que des études, qui étaient c'était, China Soja Institute ou je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, il y avait un conflit d'intérêts monstre derrière, quoi. Donc c'était problématique et je pense pas que ce soit en fait, les chercheurs, quand ils sont les chercheurs je parle des chercheurs indépendants, ils ont pas intérêt à, à alarmer sur un produit, qui a, solutionné une partie de la famine. Parce que les protéines de soja, ça a été quand ça a été isolé, il y a des décennies maintenant, c'était aussi une réponse à des problématiques de malnutrition, de sous-nutrition chez des individus. Donc il y a pas d'intérêt de venir, enfin je veux dire c'est pas un grand méchant loup à la base le soja. Et puis, il y a des pays où on en consomme, à foison et ils jugent ne pas avoir de problème. Sauf que là, visiblement, ça poserait des problèmes. Alors moi, je suis plutôt rassuré quand on commence à enlever de la cantine, des choses comme ça, mais il y a encore 1 an ou 2, rappelez-vous, je vous parlais dans un podcast que, il y allait avoir des menus et il y avait même, je crois que ça a été mis en place, des menus végétariens dans les cantines et si ça a été remplacé par du soja, est-ce qu'on y a gagné, quoi? Et c'est pour ça que c'est toujours, moi, on va dire que je me répète, mais revenons aux choses simples. Quels sont les aliments auxquels on a accès dans la région, dans le pays dans lequel on vit? Et essayer de se rapprocher de ça, ça me semble être le plus cohérent par rapport à soi-même, quoi. Alors évidemment, si vous venez de Chine et que vous êtes installé en France, vous êtes peut-être pas adapté à manger des produits français, aussi bien que quelqu'un qui est né, je sais pas moi, en Lozère, en Auvergne, en Île-de-France, ou dans l'Aveyron ou je sais pas moi, dans l'Hérault, et cetera. Mais enfin, moi, je suis assez d'accord avec ces observations de terrain, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas mieux adapté enfin, on n'est pas mieux enfin, c'est pas on est mieux adapté à manger ce qui pousse et ce qui se chasse et ce qui se cueille et ce qui se cultive dans notre région. Ça, je pense qu'il y a un lien, certainement.
Mais le raccourci le plus simple qu'on peut faire, c'est, par exemple, quand vous partez en voyage et que vous buvez de l'eau, du lieu d'atterrissage, et vous pouvez choper ce qu'on appelle la tourista, parce que vous n'êtes pas adapté aux parasites et à toutes les choses qu'il y a dans l'eau, locale. Et donc voilà, alors que les locaux n'ont pas ces problèmes-là puisqu'eux, ils sont adaptés, habitués. Donc il y a quelque chose, d'immédiat dans les substances qui vont se retrouver sur la terre, sur laquelle vous êtes, et également, bah, des choses certainement plus long terme. Bon, ça, c'est toutes les études qu'il y a eu, vous savez, souvent on croise les études, on dit: «Mais comment font, ceux qui sont, au pôle Nord, qui mangent que de la graisse de phoque et tout, ils ont pas de problème, cardiovasculaire et tout?» Parce qu'ils prennent comme exemple des populations qui certainement ont été adaptées, ont été, filtrées, c'est-à-dire ont été sélectionnées par des générations et des générations à tolérer cette alimentation, et pareil dans d'autres secteurs. Bon, ça c'est encore, certainement que c'est démontré, hein, mais ça doit être hyper difficile à à trancher comme, en fait, c'est très facile à contredire. C'est-à-dire que tout ce que je dis là, quelqu'un qui a envie d'aller à l'inverse trouvera toujours des études pour me contredire. C'est en ça que voilà, bon, c'est pour ça que l'information, c'est bien de la connaître et de la partager, et après chacun, fait ce qu'il veut avec ça. Moi, personnellement, le soja ne fait pas partie de mon alimentation, en tout cas pas dans des doses régulières et quotidiennes. Si j'en ai, c'est un petit peu de temps en temps, sous des formes, diverses et variées, mais c'est moins d'une fois par semaine, en tout cas, c'est sûr, quoi. Donc mieux choisir son riz, donc ça, c'est le deuxième sujet. Donc, le premier sujet, c'était de l'ANSES, hein, je vous ai mis le lien. Le deuxième sujet, c'est de la nutrition.fr. Donc, aliments de base pour plus de la moitié de la planète, donc le riz est parfois critiqué, mais il est à la fois précieux et à manier avec précaution. Donc, la nutrition.fr a mis en lumière ses bienfaits nutritionnels, mais aussi ses risques sanitaires. Donc, par exemple, le riz, notamment complet, rouge ou noir, regorge d'antioxydants bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Il est naturellement sans gluten et s'intègre facilement à une alimentation équilibrée. Alimentation équilibrée, j'ai toujours du mal avec ça, mais bon, bref. Mais il présente un risque lié à sa teneur en arsenic inorganique, substance toxique absorbée par la plante depuis le sol. Donc le riz peut en contenir jusqu'à 10 fois plus que d'autres céréales, ce qui le rend préoccupant, surtout pour les jeunes enfants. Une exposition prolongée à l'arsenic peut augmenter le risque de cancer, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Pour limiter ces dangers, les experts conseillent de varier les sources de céréales, de rincer le riz avant la cuisson et de privilégier une cuisson à l'eau abondante à égoutter. Les variétés asiatiques ou issues de l'agriculture biologique sont parfois moins contaminées. En résumé, le riz reste un bon aliment à condition d'en faire un usage éclairé. Alors, c'est marrant parce que je recevais un mail il y a pas longtemps d'une personne qui avait une discussion avec quelqu'un par rapport au riz. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de paradoxes dans le riz, parce que si on a du mal à trouver la version idéale. On peut essayer, mais on a beaucoup de mal, parce que si on veut, par exemple, le riz le moins contaminé, eh ben, c'est celui qui aura pas d'écorce. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de la contamination, se fait sur l'écorce des, alors c'est surtout les pesticides, mais ça va se faire sur l'écorce. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle, bah, les métaux lourds. Donc les métaux lourds, ça va être, si c'est dans l'eau directement, et la terre, de pousse de la céréale, enfin du riz, eh bien on va avoir, directement à l'intérieur du «grain» entre guillemets, des substances, toxiques. Donc là, on va devoir sélectionner plutôt des terres où il y a moins d'arsenic, pour choisir un riz de meilleure qualité. Après, on a la question de l'index glycémique, puisque si on n'a pas l'écorce, on a moins de fibres, et si on a moins de fibres, l'indice glycémique augmente. Ce qui n'est pas faux, puisque le riz complet a un indice glycémique plus faible que le riz blanc, quoi. Mais voilà, il peut avoir aussi ses inconvénients, comme je viens de citer tout à l'heure. Donc en fait, on se retrouve un peu perdu, et moi, j'avais regardé un petit peu. Un combo qui semble plutôt raisonnable, c'est d'avoir du riz basmati semi-complet, où on coche à peu près toutes les cases pour avoir, c'est pas un riz parfait, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un riz qui coche
pas mal de cases pour être, bien noté, aussi bien au niveau IG que le reste, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'on peut le faire tremper pour limiter un petit peu les saloperies et puis le faire cuire après, quoi. Voilà. Mais de toute façon, la version parfaite au XXIe siècle d'un aliment totalement dépollué, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, on a un peu, enfin quand je dis «on», c'est l'humanité, mais c'est surtout, les générations avant nous, quoi, qui ont un peu salopé les sols et tout, mais bon, ils en savaient rien, hein. Ils pensaient que la terre était, résiliente, sauf qu'elle l'est, mais pas forcément, en nous remettant, tout à zéro. Pour elle, elle arrivera à s'en sortir, hein. Mais nous, par contre, non. Heu, elle va pas nous filtrer les choses pour nous ressortir, du propre, quoi. Si on pourrit, ben, on va manger pourri, quoi. Et c'est ça, souvent quand on dit: «On abîme la nature, elle va s'en sortir», en fait. C'est juste qu'elle va pas nous aider à nous en sortir, même si on fait partie de la nature. Encore une fois, je le répète, presque à chaque podcast, mais j'incite les gens à ne pas se désolidariser de la nature et plutôt de s'y réintégrer, parce que de voir qu'on en fait partie, au niveau philosophique, ça peut solutionner beaucoup de choses, de voir le monde comme ça, plutôt que de voir le monde, l'humanité d'un côté, la nature de l'autre, quoi. Ça remet un petit peu, disons que moi, depuis que je réfléchis comme ça, je trouve beaucoup plus de sens à prendre soin de moi, parce que forcément, si je prends soin de moi, ça veut aussi dire que je fais tourner quelque chose qui prend soin de la nature et de par exemple, de laisser couler l'eau, tous ces trucs-là. Avant, on comprend pas trop, quoi. On prend enfin, quand on est en termes individuels, mais en quoi ça me concerne? Moi, l'homme aujourd'hui, rien. Alors que si on pense plus loin, si on pense appartenir à la nature, et bien, ça change la donne. Si on se perçoit comme en gros, un organe ou une cellule de la nature, ça change toute la donne et donc du coup, on agit, enfin bon bref voilà, j'ai pas envie de passer pour un discours de perché parce que je suis plutôt quelqu'un de très terre à terre et rationnel, mais moi en tout cas ça m'a permis d'avoir un regard moins égocentrique et plus ouvert, sur les choses, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà par rapport au riz. Alors c'est pareil, il y avait une question, j'en parle rapidement ici, mais ça revient souvent, vous savez, sur le devant, des questions. Cette histoire d'index glycémique, finalement, faudrait pas le prendre au sérieux puisqu'on mange jamais du riz seul et donc, en mangeant avec des graisses et des légumes et d'autres trucs, on aplatit la glycémie. Alors ça, c'est moi, je l'ai eu dit pendant longtemps aussi au début, ça c'est souvent un discours de, entre guillemets, «débutant en nutrition», parce que c'est quand on voit le monde en blanc ou en noir, c'est-à-dire en IG bas ou en IG élevé. Certes, manger du riz seul sera plus impactant sur la glycémie qu'avec du gras et ça le sera moins encore si c'est du gras et des fibres et encore moins si c'est du gras, des fibres et des protéines. Bon, vous pouvez aller loin comme ça. Néanmoins, la glycémie sera plus stable avec du riz complet ou semi-complet, que ça soit consommé avec ou sans, machin, gras et graisse, fibres et tout ça, que du riz blanc consommé avec, gras, en fait, c'est ça, c'est il y a toujours un mieux, en fait. Et il y a des gens qui ont tendance à vouloir annuler le négatif en ajoutant quelque chose. Par exemple, ils veulent annuler, l'effet, négatif, de l'IG élevé, d'un riz blanc collant ou autre, parce que ils vont se donner bonne conscience, parce qu'ils vont mettre un peu de gras avec et un peu de fibres avec et un petit peu de protéines avec. Alors ça sera mieux que rien. Encore que, ils vont apporter plein de calories supplémentaires. Donc est-ce que ça sera mieux à terme? Je sais pas. Enfin, ça dépend mais en tout cas, sur la glycémie, ça sera un peu mieux, mais ça restera moins bien que la même chose avec un riz complet. Donc moi, je peux comprendre parce que j'ai fait la même erreur, hein. Pareil, c'était notamment le cas pour la pomme de terre. La pomme de terre, souvent on se disait: «Oui, mais si c'est consommé avec plein de choses», non, non, ça reste quand même de la pomme de terre et l'IG est super élevé, enfin
selon la méthode de cuisson, évidemment, hein. Si vous la faites cuire puis refroidir, et que vous la mangez en salade, c'est pas du tout la même chose et c'est bien plus tolérable que si vous la mangez cuite, bien chaude, sortie de la vapeur comme ça, avec après des tonnes de graisse, un steak, enfin je sais pas, bref, tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est toujours, mais regardez bien, en fait, tous ces discours, c'est toujours la même chose. C'est pour rassurer les gens qui veulent continuer à manger des choses qu'ils aiment au goût, et sans avoir mauvaise conscience. Donc on peut tomber dans, pour moi, c'est un petit peu comme le de dire à un fumeur, «Mais c'est pas grave, si tu cours, tu peux fumer». Ou quelqu'un qui picole, lui dire: «Bah, c'est pas grave, si tu prends une tisane détox pour ton foie, à base de chardon-marie, d'artichaut et de qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, pour le foie déjà? Enfin détox foie, j'aime pas le mot détox foie, le foie se débrouille tout seul pour la détox, mais, il y a quoi déjà pour le soutien du foie? Il y a le chardon-marie, il y a ce truc-là, ça me je l'ai plus. Mais bon bref, ces trucs-là, c'est la même chose, quoi. Alors qu'on peut, mieux vaut essayer de pas engorger l'organe, quoi, de pas, sursolliciter. On peut faire les bons choix, directement. D'ailleurs, en parlant de ça, petit aparté, j'étais sur du chocolat 95 depuis, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de chocolat, je vais vous en reparler. Je sais que ça en saoule certains d'ailleurs. Heu, J'étais sur du chocolat 95 depuis un certain nombre de temps. Bon, bah, la référence, j'ai perdu espoir, elle ne se fait plus. En tout cas, pas dans les commerces où je vais. Donc j'ai basculé sur du 98. Et ben, le 98, il y a pas beaucoup de pourcentage de différence. Je mets un certain temps à m'y adapter. Donc je m'y adapte. L'avantage, c'est que j'en mange moins. Donc je suis à 20 grammes, hein. 20 grammes, c'est 2 carrés. Avant, j'étais à 3 carrés. Bon, c'est 30 grammes, hein, c'est pas des grosses doses. Mais, bon, 20 grammes, ça me permet, d'avoir mon plaisir, mais c'est tellement fort en chocolat, quoi, pour reprendre le slogan d'une publicité ultra transformée de notre jeunesse, que, 2 suffisent, quoi. Mais ça fait plus d'un mois, il me semble, et j'ai quand même du mal à m'y adapter, hein. Parce que là, le 98, il faut laisser fondre sur le palais pour trouver la petite saveur, un peu confiserie, on va dire, du 98. Là, mon palais, il développe, vraiment son côté, amertume, quoi, sa capacité à tolérer l'amertume. Donc faudrait que je vois d'ailleurs si après, j'arrive plus à percevoir les, les subtilités du vin rouge, même si le vin rouge, je crois que c'est plus sur de l'astringence ou je sais plus comment on appelle ça. Mais bon, il y a quand même une dimension d'amertume, quoi. Et pour le café également, le café très amer. Vous savez que le café, ça peut être ou très très acide, ou très amer, ou équilibré, enfin voilà, il y a des nuances. Mais l'amertume, moi quand on me demande, par rapport au café, ce que je préfère, moi, c'est plutôt le café quand il est relativement amer. Voilà. Donc je continue. Bah, d'ailleurs, j'en avais parlé sur un long cours sur les goûts et ça, j'en parle aussi dans le bouquin, il me semble, sur les goûts. Vous avez vu un tableau par rapport aux goûts, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, donc allez à ce tableau-là, soit sur mon site, si vous êtes VIP, soit dans le bouquin, si je me rappelle plus si je l'ai mis, mais je crois bien que oui. Ça permet vraiment de personnaliser sa diète à terme et d'avoir quelque chose de bien plus, qui nous ressemble, en fait. Et moi, je pense que les gens qui arrivent à tenir sur le long terme, c'est des gens qui ont une diète qui leur ressemble. C'est-à-dire que tous les jours, ils mangent ultra sain, mais dans ce ultra sain, on va dire que 70 des aliments, ce sont des aliments qu'ils apprécient réellement, qui sont à leur goût. Je veux pas dire 100, parce que là, moi, par exemple, à midi, j'ai mangé des brocolis. Moi, les brocolis, j'ai une façon de les cuisiner que j'adore, qui n'est pas la plus saine, donc du coup, je la fais pas tout le temps. Mais quand c'est à la vapeur, c'est pas ce que je préfère honnêtement, quoi. Mais pourtant j'en mange, quasi pas tous les jours, mais presque tous les jours. Donc voilà, c'est possible de manger des aliments qu'on n'aime pas forcément, mais voilà. Après, par contre, dans mes légumes préférés, c'est plutôt les moi je suis très team courgette, hein. Alors sud de la France oblige peut-être, mais je suis team courgette, mais les courgettes, c'est pas toute l'année
Et les brocolis non plus, c'est pas toute l'année, mais si vous avez déjà moi je consomme beaucoup de brocolis surgelés en bio et si c'est pas bio, j'ai une méthode pour, les dépesticidiser, si on peut dire comme ça et je vous en ai parlé récemment sur mon site. Mais, mais les courgettes en surgelé, c'est immonde. Immonde. Enfin, c'est des rondelles de flotte, quoi. C'est alors si quelqu'un a une technique pour rendre les courgettes surgelées bonnes au goût, ça me permettrait d'en manger en hiver un petit peu, mais honnêtement, c'est vraiment pas bon, quoi. J'ai essayé, j'ai réessayé, mais c'est vraiment pas bon, quoi. Bref, le plaisir de manger et le surpoids. Troisième sujet. Pourquoi certaines personnes en surpoids prennent-elles moins de plaisir à manger? Des chercheurs de l'université de Caroline à Berkeley, non de Californie pardon, à Berkeley, viennent de lever le voile sur ce paradoxe. Leur étude révèle que le cerveau des individus obèses produit moins de neurotensine, une molécule essentielle à la sensation de plaisir liée à la nourriture. Donc chez les souris nourries avec une alimentation très grasse, les chercheurs ont observé une perte d'intérêt pour les aliments riches, malgré leur disponibilité. En cause, un affaiblissement du système de récompense lié à la dopamine, à cause de la baisse de neurotensine. Cette perte de plaisir ne freine pas la prise de poids, au contraire, elle favorise une consommation automatique et désintéressée. Bonne nouvelle, en rétablissant le taux de neurotensine, soit par un retour à une alimentation équilibrée, soit par une technique génétique, on préfère choisir la première, les souris retrouvent le plaisir de manger, réduisent leur consommation et perdent du poids. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à des nouveaux traitements de l'obésité, centrés non pas sur la privation, mais sur le réapprentissage du plaisir alimentaire sain. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, souvent, on observe des choses qui se vérifient plus tard. Quand vous êtes intéressé par un sujet, vous avez... ce que j'ai écrit dans le bouquin, là, j'avais pas cette étude encore. Là. Et pourtant, de manger sainement, moi, je l'ai vu sur des tas de choses. Par exemple, quand je ne faisais pas attention à ce que je mangeais, donc ça remonte maintenant, mais bon, c'était, bon, je veux pas compter parce que si je compte, ça va ajouter encore plus de poils blancs à ma barbe et me retirer encore plus de poils sur le caillou. Mais je faisais pas attention, c'était pour moi impossible de faire un petit déjeuner avec des flocons d'avoine. J'avais l'impression de manger de la sueur de bois. Quand, il fallait passer à table, de manger de la viande, tu me faisais pas manger une escalope de blanc de poulet comme ça, sans la dose massive de crème fraîche, des champignons, du gruyère pour aller avec les pâtes ou le riz qui l'accompagnait. Enfin, il fallait que ça de toute façon, souvent, je le vois quand je discute autour de moi et que je vois que ce sont des gens qui sont en alimentation ultra transformée, ils disent toujours la même chose: «Ah, c'est sec, tu as pas un peu de sauce pour, Quand quelqu'un dit: «C'est sec», tu peux être sûr qu'il est encore dans un schéma, comme je viens de dire là, alimentation trop grasse et tout. C'est-à-dire qu'une alimentation saine ne le stimule pas suffisamment. Ça fonctionne pas. Il a l'impression de manger du plâtre, de la sueur de bois, de l'herbe, enfin, pour lui, c'est pas possible, quoi. Mais parce qu'en fait, son alimentation actuelle, donc ultra transformée et tout, le stimule tellement, donc c'est toujours gras, sucré, ça pétarade, en fait, dans la bouche et ça fait un feu d'artifice au niveau de ses neurones et tout ça, ou de son cerveau. Donc du coup, dès qu'on lui donne une alimentation raisonnable, c'est-à-dire faite pour lui à la base, faite pour l'homme, bah, tout ça, c'est beaucoup moins stimulé. Donc il s'ennuie. En fait, il a pas cette joie de vie, post-repas. Mais ça se rééduque. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que quand on arrête de manger mal pour manger bien, on a l'impression que ça va être une torture toute sa vie de bouffer ces trucs. Sauf que c'est pas le cas. Au bout d'un moment, le palais se réhabitue, je sais pas ce qui se passe dans le cerveau ou quoi, mais moi, je me suis mis à apprécier des choses que je ne mangeais, mais pas du tout, jamais même. Avant, je prends l'exemple des flocons d'avoine que je consomme pas aujourd'hui pour d'autres raisons, parce que j'évite le gluten, même si à la base, l'avoine n'a pas de gluten, en fait, c'est que c'est conditionné dans les endroits où il y en a, donc maintenant, c'est devenu un lieu commun de dire que l'avoine a du gluten. Et d'ailleurs, quand vous apprenez les aliments qui contiennent du gluten, on vous parle souvent de sabots, donc seigle, avoine, blé, orge, alors qu'à la base, dans l'avoine, il y a pas de gluten. Bref, bon, moi, j'en consomme pas, mais on va prendre même les flocons de sarrasin qui contiennent pas de gluten naturellement. Mais avant, on m'aurait dit de manger des flocons de sarrasin, mais j'aurais dit, mais je préfère faire le jeûne intermittent, mon gars.
J'en veux pas de ton truc. C'est pas possible. J'ai l'impression de retourner dans les bois avec mon père quand j'avais 6 ans, qui était en train de tronçonner du bois et que je jouais avec les piles de bois. Ça me rappelle ça, moi, en fait. Et alors qu'aujourd'hui, ben, ça passe. Mais pourquoi ça passe? Parce que pendant une période, j'ai quasiment pas mangé de glucides. Cette période a duré le temps de perdre du poids. Il fallait que je perde mon poids. J'étais en surpoids. Je mettais ma santé en danger. J'étais pas bien. Je faisais beaucoup de crises de ce qu'on appelle de panique et tout, parce que j'avais des palpitations et tout, et que j'interprétais mal. En plus, mon cerveau les interprétait comme la fin du monde, mais ça reflétait quand même que mon système fonctionnait pas super bien. Et bah, je veux pas alarmer les gens qui font des crises de panique, attention, hein. Si vous avez des battements, que vous sentez votre cœur battre un peu plus fort, c'est pas forcément que vous avez un problème de santé, hein. C'est peut-être que vous êtes plus sensible et que, enfin voilà, attention. Et c'est vrai que moi, j'ai «solutionné» entre guillemets ces choses-là, une partie de ces choses-là en tout cas, en prenant soin de moi. Pourquoi? Parce que quand on fait attention à soi, bah, déjà on enlève beaucoup de doutes sur, son comportement, et donc j'avais besoin de perdre ce poids. J'avais besoin de perdre ce poids parce que je m'acceptais plus dans le miroir, parce que tout un tas de choses, et bah, j'avais fait une privation. J'aime bien utiliser le mot, je m'étais privé de glucides parce qu'aujourd'hui ce mot-là, attention, c'est pas bien, mais oui, moi je m'étais privé, c'est sens interdit, vous savez, ça existe dans la vie, il y a le panneau rouge avec le trait blanc, ça existe. Et la privation existe. Si vous roulez à 140 sur l'autoroute, vous faites flasher. Enfin, peut-être un peu plus parce qu'il y a une marge d'erreur, mais oui, je pense qu'à 140, vous commencez à vous faire flasher quand même. Donc ça existe des interdits. Donc je n'en ai pas mangé pendant un certain temps. J'ai perdu mes 23 kilos assez facilement grâce à ça. Et puis après, j'ai réintégré parce que ça sert à rien de rester comme ça sans glucides tout le temps. Je les ai réintégrés, mais intelligemment. J'ai pas réintégré les glucides du passé. J'ai pas réintégré les nouilles bien blanches, bien transformées, bien issues de la farine blanche raffinée là. J'ai pas réintégré ça. J'ai réintégré des glucides de qualité, de la patate douce, des fruits, et pourquoi pas un peu de flocons de sarrasin. Et là, je me suis dit: «Mais c'est bizarre, j'aime ça». Et c'est là, et j'avais eu une discussion, j'avais fait un post Facebook il y a des années, où j'avais dit: «Tu sais que tu es au régime quand tu te mets à désirer des flocons d'avoine ou des flocons de sarrasin». Et là, j'avais eu plein de retours de personnes qui avaient vécu ça aussi et qui avaient, plus soyé, si on peut, un terme un peu moderne qui veut rien dire, mais on se comprend. Et je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, Heu et que vous avez fait une perte de poids un petit peu solide comme ça, c'est-à-dire que vous avez coupé les glucides pendant un certain temps. Je parle pas de la petite perte de poids où on réduit juste les calories, je parle vraiment de là où on veut avoir les veines sur le bide, hein, une sèche muscu fitness, hein, qui n'est pas, la sèche santé, enfin la perte de poids santé juste pour rééquilibrer, ses marqueurs à la prochaine prise de sang. Je vous parle de la sèche, entre guillemets «presque performance muscu». Moi, c'était pour faire des shootings photos, enfin voilà. On est dans un autre monde, hein, c'est pour ça, des fois, on se comprend pas entre régime et sèche, enfin voilà. Et quand on fait ça, en fait, on réhabitue, comment dire? On fait un hard reset. J'aime beaucoup utiliser ce terme hard reset, c'est pas un soft reset, c'est un hard reset, c'est-à-dire au niveau matériel, on se remet à zéro, au niveau logiciel et matériel, pour, justement, réapprécier les choses qui sont appréciables, qui sont, heu, qui sont bonnes, quoi. Et donc, moi, avant, je mangeais jamais de fruits. Avant de faire mon régime, le fruit, à quoi bon manger un fruit? Je préférais m'arrêter au distributeur et me taper une barre chocolatée, Mars, Snickers, Twix, et cetera. Ou, selon l'heure de la journée, sandwich triangle, poulet mayonnaise, pain tandoori, c'était mes préférés. Et voilà, et j'y allais, et je pouvais en prendre plusieurs dans la journée. Enfin, j'avais aucun problème avec ça. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pas, comment on appelle ça, d'hypocrisie par rapport au fait que, pourtant je mangeais pas beaucoup et j'étais en surpoids. Non, non, je mangeais beaucoup, mal, et j'étais en surpoids. C'était, d'un côté, je me faisais plaisir, donc j'avais, l'opposé du plaisir alimentaire était le déplaisir dans le miroir et sur la balance. Et donc, et ben, en faisant ce hard reset, beh, toutes ces choses-là, à cette époque-là, impossible de me faire manger des fruits et des légumes. Je trouvais ça insipide, sec, pas assez sucré, pas assez gras. Ça coulissait pas assez dans le gosier, quoi, en gros. Eh bien, une fois que le régime a été fait, bah, toutes ces choses-là sont devenues attirantes. Quand vous êtes resté pendant 6 semaines à manger des végétaux,
enfin beaucoup de légumes, des protéines de qualité, des glucides de très, très bonne qualité, mais qui ont plutôt un goût neutre, voire quasiment pas de glucides, avec juste un rebond semaine, je vous garantis que quand vous voyez un étal avec, des pommes, des poires ou des clémentines ou des bananes, vous avez les pupilles qui se dilatent. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus sain d'avoir les pupilles qui se dilatent devant un arbre fruitier que devant un rayon de confiserie. Alors je sais que le discours moderne voudrait, que, vous vous tourniez aussi bien vers les bananes que vers les bonbons. Moi, écoutez, je fais de la résistance, hein, peut-être que je suis arriéré, peut-être que je sais pas, je fais de la résistance, mais je pense qu'il est plus sain d'avoir les pupilles qui se dilatent devant des aliments sains. Ça après je dis pas qu'il faut pas manger les autres, mais je dis juste que ça me semble plus sain que sa nourriture quotidienne soit faite de ce genre d'aliments et que les aliments de ces rayons-là, dont je viens de parler, les gâteaux et tout, soient plutôt, réservés à des occasions, particulières, quoi. Le week-end, vous recevez du monde, ou en semaine, vous faites un petit ciné avec votre chérie, vous prenez un paquet de popcorn. Là, ça a du sens. En fait, se priver à ces moments-là, ça a pas de sens. Sauf si vous y allez tous les week-ends, enfin tous les week-ends, tous les jours de la semaine, ou 3 fois par semaine. Là, oui. Mais si vous y allez 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, prenez-le votre paquet de popcorn, quoi. Par contre, le paquet de popcorn tous les soirs à la maison, ouais, j'ai un doute. Bien que les popcorn, si vous les faites version maison, ça reste moins grave que beaucoup de choses. Surtout si vous mettez pas de sucre ni des tonnes de sel et que vous les faites avec une huile de qualité. Je dis pas que c'est l'idéal, hein, c'est du maïs soufflé, Liger, il monte, sur la lune, hein, mais en termes caloriques, c'est pas ce qui pèse le plus lourd, quoi. Enfin, après, tout dépend de la quantité, hein, c'est encore une fois, c'est la même chose, mais et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce week-end, j'ai aussi, regardé un petit peu des comptes, moi j'aime bien les comptes de Nostalgie 90. Vous savez, pour moi, la meilleure décennie du monde, de l'humanité, de tout ce que vous voulez, c'est génération 90. Tout simplement parce que c'est la génération où j'étais enfant, adolescent. Voilà, c'est très objectif, pas du tout subjectif. C'est une blague évidemment, mais pour moi, c'est une décennie que j'adore et donc il y a des comptes Instagram qui pullulent là-dessus et vous savez, il y a un paquet de gâteaux qui existait quand on était gosse, qui s'appelait les animaux. Ça commençait par un Z, là d'ailleurs, c'était Z apostrophe animaux. C'était des petits biscuits recouverts de, je crois qu'ils étaient nappés de chocolat au lait, c'était pas du chocolat noir. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, mais aujourd'hui ça existe toujours sous forme de dinosaurus. Ce n'est pas la même chose. Déjà les dinosaurus au chocolat noir, ils sont très très bons. Et moi des fois quand je me fais un petit plaisir le week-end, que j'ai envie de manger des biscuits ou quoi, ben c'est parfois ceux-là que je prends. Mais ils sont grossiers, ils sont gros, quoi. C'est des paquets où enfin le gâteau, c'est un bon morceau, quoi. Alors que les animaux, c'était des petits. C'était vraiment un peu comme, je sais pas moi, comme si vous preniez un carré de chocolat, quoi. Ils existent plus, je suis assez triste, mais je pense que je serais déçu aujourd'hui, je les trouverais beaucoup trop sucrés, mais c'est je pense que beaucoup on se ressemble quasiment tous, hein, en termes d'âge. Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus vieux qui m'écoutent, d'autres un peu plus jeunes, mais ce sont des produits qu'on a vus, chez soi dans les années 90, soit parce qu'on les achetait à nos gosses, soit parce qu'on les avait parce qu'on était gosses, et donc voilà. Et je vais voir souvent, ces comptes-là et je me rends compte à quel point, dans les années 90, on se faisait bombarder de produits sucrés, mais sans problème. C'est-à-dire que, vous savez, les petits coquillages à lécher avec l'espèce de sucre là, gélifié, on léchait ça et puis on se le remettait dans la poche, hein, pas de problème. Ça et puis les grosses boules aussi. Je sais pas si vous vous rappelez là, les énormes boules qu'on léchait. Il fallait juste lécher ça, ouais, ça piquait, c'était toutes les couleurs et on remettait ça dans la poche, ça avait des noms, et alors moi j'ai pas eu, je pense que comme beaucoup d'ados, il y a eu des ados qui étaient team, ils arrivaient avec le sachet de bonbons. Malheureusement, vu les fréquentations que j'ai eues et puis la trajectoire que j'ai prise, à l'époque, heu, malheureusement, moi, quand j'avais une pièce de 10 balles, j'achetais un paquet de 10 de Marlboro ou de Camel. Donc on a tous fait des erreurs, hein. Bah, bon, après, il faut se réveiller à un moment donné. Mais c'est vrai que voilà, quoi, c'est des souvenirs que j'ai et c'est vrai que sur ces comptes, ça peut véhiculer, pas mal d'émotions. Moi, vous savez que je suis fan de ces années-là. À chaque fois que je vous partage une newsletter, j'essaye de vous glisser des petites références comme ça, parce que moi j'aime bien et puis c'est ma personnalité, c'est comme ça et mmh et donc voilà, quoi.
tout ça pour dire que, je suis pas un en fait, moi, j'ai rien contre l'alimentation transformée. Par contre, j'ai contre quand on dit qu'il faut en manger tous les jours, de manière, équilibrée avec, l'alimentation brute, quoi. Là, par contre, je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté, enfin, je peux pas l'entendre. Moi, personnellement, c'est comme le type qui va vous vendre, une bagnole avec le moteur, où il lui reste que 5 000 bornes à faire avant qu'il pète, quoi. Et à vous dire que c'est une super bagnole parce qu'elle est allemande ou machin. Ah, ça me pose problème. J'ai un problème avec ça. J'aime pas envoyer les gens dans le mur. Alors les gens qui vous le recommandent, je sais pas s'ils vous envoient volontairement dans le mur ou alors, s'ils en savent rien, mais dans tous les cas, il y a un problème, quoi. Donc, voilà. Bon, pour reparler de ce fameux sujet-là sur la résilience physiologique, si vous avez envie de de vous améliorer, en fait, de devenir plus fort physiquement et mentalement, parce que ça a toujours une répercussion sur la vie de tous les jours. Allez voir, ce que j'ai publié là, ça s'appelle «Développer sa résilience physiologique». Vous avez le lien en description et vous avez tous les détails, le livret, la vidéo qui va avec. Voilà. Je m'arrête ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.